panel, cette première table ronde, plutôt. Et je vais inviter les autres panélistes à nous rejoindre. Si le MC me permet, bien sûr, je ne sais pas si il y a changement de programme. Bien sûr que je vous le permets, mais on va quand même raccompagner les deux panélistes. Voilà, Madame Aïna et Monsieur Agossou. C'était en deux parties, cette table ronde. Mais une photo d'abord. Monsieur le modérateur, une photo pour la première partie. Voilà, pour la première partie, vous l'aviez compris, c'était la problématique sur la collecte des données. Voilà, c'était très intéressant. Voilà, Monsieur Agossou, voilà, c'est bon. Nous allons tout à l'heure accueillir deux autres panélistes pour la deuxième partie. Et là, ensemble avec vous, on va essayer de de gérer le temps. Les Anglais disent « the time is money », nous on dit « the time is life ». Le temps, c'est la vie. Donc, il faut savoir vraiment le manager. Deuxième partie, c'est l'interopérabilité, approche de solutions. Il y a beaucoup de choses qu'on a dit, qu'on trouverait on trouverait les solutions normalement avec la deuxième partie. Et je voudrais accueillir Madame Céline Guillet, qui est avec nous, gestionnaire de projet IT. On l'accueille. Merci. Voilà, prenez place. Et nous allons également accueillir Monsieur Yaya Achar. Elle est expert en IT également. Voilà, on l'accueille. Monsieur le modérateur. Yaya Oye, merci beaucoup. Merci beaucoup, cher maître de cérémonie. Donc, on va aborder la seconde. On va aborder le second sujet de cette table ronde, qui est la continuité justement de la discussion que nous avons menée tout à l'heure. On a vu qu'il y avait un problème d'interopérabilité, de standardisation, et là, on va aborder les sujets purement, disons, techniques. Et c'est pour ça qu'on reçoit Céline Guillet, chef de projet IT, qui a beaucoup d'expérience dans les systèmes d'information des entreprises. Elle a une expérience française et elle voulait justement partager avec nous ce qui se passe dans son pays. Donc, Céline Guillet, je vous laisse le pupitre. Il y a une présentation, je pense. Merci Monsieur Mbarka. Au niveau du plan d'intervention, donc on va essayer de faire assez large. Ça va répondre à pas mal de questions, des choses qui se sont posées, puisqu'au final, il y a des solutions techniques aujourd'hui qui permettent de interopérer, interconnecter des systèmes qui sont différents. En France, je le conçois tous les jours. Et donc, il y a les solutions techniques, elles sont là. On va d'abord voir le contexte avec un paysage fragmenté, les constats, les chiffres clés. Donc c'est principalement des éléments liés à la France, puisque je ne connais pas encore tous les éléments du bilan. J'espère me les approprier peut-être plus tard. Les définitions et standards, donc là on est sur des normes, des fondamentaux internationaux. Il n'y a pas de limitation. Il faut utiliser tous ces référentiels pour permettre à ce que les systèmes puissent s'interconnecter ensemble, quels qu'ils soient. Les enjeux, la sécurité, oui, on est sur des données de patients avec des données extrêmement confidentielles, extrêmement sensibles, et ça c'est très important de les protéger. La continuité des soins,
permettent à ce qu'un patient qui voit un médecin pour une pathologie, a fait des analyses médicales, revoit un autre médecin pour une pathologie et que tous ces éléments puissent être centralisés. Donc on va évoquer tous ces points et puis toute la partie réglementaire. Je vous parlais des solutions techniques, voilà, toute la partie USB, API, en fait, voilà, techniquement, tout existe dans l'informatique, et si ça n'existe pas aujourd'hui, ça existera demain. L'IA est là aussi pour nous aider, nous accompagner à améliorer les systèmes d'information et les interconnecter. On va voir ainsi un cas concret, le retour d'expérience et des bonnes pratiques. Et puis le but après, c'est voilà, les perspectives, qu'est-ce qu'il serait possible de mettre en place pour aider à cette interopérabilité, voilà, et faire communiquer les différents systèmes entre eux, que ce soit privé, public, ou privé, public, etc. Alors un paysage fragmenté, on a, voilà, en France, en tout cas, 73% des établissements de santé qui utilisent déjà au sein de leur propre établissement 3 systèmes d'information. Donc déjà, ça peut expliquer les problématiques après de pouvoir communiquer avec les autres. 40% des données patients sont perdues aussi lorsqu'il y a des transferts. On va à l'hôpital, on va dans une clinique, un laboratoire, etc. Et voilà, malheureusement les données se perdent et c'est voilà très problématique puisque ce n'est pas forcément au patient de transporter en fait son petit bagage de documents. On a une estimation, voilà, mais on sait que la non-opérabilité en France, elle coûte très cher tous les jours. Elle coûte, donc là, sur une estimation qui avait été faite, on est à plus de 2 milliards. Donc clairement, aujourd'hui, on a la possibilité de faire mieux. Le secteur de la santé là, génère un volume massif de données. Donc c'est aussi d'avoir des gros systèmes qui permettent d'héberger en fait ces dossiers patients, ces imageries, ces biologies, ces prescriptions, les sécuriser. Ces systèmes sont forcément hétérogènes. Donc il y a un certain nombre voilà, de systèmes aujourd'hui, en tout cas en France, l'absence d'interopérabilité qui, au final, crée des ruptures dans la prise en charge du patient, dans la bonne prise en charge du patient. Donc voilà, il est important de prendre en compte le contexte, et au final, votre contexte, il est tout à fait le même. C'est que, voilà, aujourd'hui, les systèmes ne communiquent pas entre eux. Il y a des endroits où c'est informatisé, pas d'autres, digitalisé, pas d'autres. Bon, voilà. Comment on peut faire avancer par petits pas, c'est pas quelque chose qui va se faire en un jour. Slide, s'il vous plaît. Merci. Définition et standard d'interopérabilité. Donc c'est la capacité voilà, des systèmes de pouvoir communiquer, fonctionner ensemble, d'échanger des informations de manière cohérente et les utiliser mutuellement. Donc c'est vrai que ça va demander un certain nombre de choses, un certain nombre de changements. Il y a une conduite au changement qui est importante aussi. Moi je le vois beaucoup voilà, au sein de mes projets. Il faut y aller ensemble en fait et prendre en compte le fait qu'il n'est pas forcément facile de demander aux personnes de changer leur manière de faire. Il faut les accompagner. Moi, je suis informaticienne, donc je suis tout à fait à l'aise avec le monde de l'informatique. Pour vous, vous n'êtes pas informaticien. Et vous, le plus important, c'est vos patients. Donc voilà. Donc après, c'est aussi de faire le système qui correspond le mieux à ce que vous avez besoin. Et voilà, ça c'est extrêmement important. Techniquement, aujourd'hui, voilà, on a tous les canaux de communication, du TCP. Bon, là, ça part, c'est un petit peu plus technique, mais voilà. L'interconnexion, techniquement, elle est tout à fait possible. Tout ce qui est syntaxe, voilà, définir ensemble les mêmes manières de faire, des syntaxes identiques. Si on utilise, par exemple, du JSON, du XML, etc., définir ça ensemble et définir des règles pour que, après, vraiment, ça facilite l'interconnexion. La sémantique, on en a parlé tout à l'heure, de ces listes de diagnostics qui ne correspondent plus du tout, au final, à vos besoins. Aujourd'hui, il y a, en fait, voilà, des listes médicales qui sont proposées, qui sont internationales. Donc le but, ça serait aussi de passer à ça pour avoir la même manière de diagnostiquer, ou en tout cas d'indiquer, et de ne pas se retrouver avec cette liste de choix et autres, parce que dans ces cas-là, autres, ça ne sert à rien. En tout cas,
en termes de statistiques, etc., ça ne permet surtout pas de pouvoir aller plus loin. Donc ça, la sémantique, elle est tout à fait et très importante. Et puis l'aspect organisationnel, donc c'est vrai que nous en France, on a un certain nombre de systèmes qui se sont mis en place, mais c'est important d'avoir une gouvernance. Il y a ça, le système qu'on a de système Ségur et qui permet aujourd'hui d'avoir mon dossier patient. Moi, je l'utilise, entre guillemets, dans mon quotidien, j'ai pas le choix, et j'ai trouvé ça très très bien, le fait que je puisse avoir un endroit où je puisse retrouver différents documents, différents éléments, dans un endroit protégé, où moi je ne sens pas que n'importe qui a accès. Seul le personnel médical a accès à ces données, donc c'est parfait. Slide suivant, merci. Les enjeux de l'interopérabilité, la continuité des soins, permettre qu'un patient puisse aller voir un autre médecin, et puisse faire des analyses et avoir tout ce partage du dossier patient. Donc nous, à travers mon dossier santé, on a tout ça, puisque tout est accessible et on accepte que les autres médecins puissent voir nos informations. Une réduction aussi des actes redondants, puisqu'on va pouvoir aussi plus facilement guider les patients aussi dans leur diagnostic et leur dire selon le médecin que vous avez vu auparavant, et pouvoir aussi l'accompagner peut-être dans quelque chose qui n'est pas forcément au départ prêt à entendre, parce que c'est vrai que en France, notre système médical et la sécurité sociale peut inciter certaines personnes malheureusement à aller plusieurs fois chez des mêmes types de spécialistes. Là, il peut peut-être y avoir déjà, en tout cas par ce biais-là, un peu plus d'accompagnement. Et une meilleure coordination entre ville et hôpital. C'est vrai, le médecin généraliste qui nous est, entre guillemets, attribué et qui va pouvoir plus facilement communiquer avec les hôpitaux dans le cas d'une intervention, dans le cas d'un suivi d'un cancer, etc. Sécurité et confidentialité, forcément, là, la partie RGPD, elle est juste indispensable. Donc avoir un système de pseudonymisation, d'anonymisation, de traçabilité, de protection maximum des données personnelles, de vous en tant que médecin, de vous en tant que patient, de vous en tant que personne qui n'ait pas forcément envie que vos données soient publiées ou disposées de tout le monde. Donc une authentification forte, ça demande aussi, mais ça ces systèmes-là existent, aujourd'hui il n'y a pas du tout de souci sur ça, et puis la gestion du consentement numérique. Donc c'est vrai que, en tout cas dans le cadre de mon parcours santé, en fait, on indique, c'est nous qui faisons notre compte, on indique bien qu'on est d'accord qu'il y ait ce système de regroupement pour, et permettre en fait un meilleur diagnostic au final pour nous. Conformité réglementaire, donc l'espace européen des données de santé, donc ça c'est ce qui, en tout cas, nous légifère, la partie Ségur sur tout ce qui est les projets de numérique en santé, et donc qui ont mis en place un certain nombre de projets, et puis toutes les certifications et accréditations. Donc ça c'est aussi important de bien vérifier que on part dans la bonne direction et qu'on est conforme à ce qui est réglementaire. Donc là, c'est selon les différents besoins. L'efficience opérationnelle, donc tout ce qui est automatisation de flux. Donc c'est vrai qu'on en a parlé que aujourd'hui il y a encore du papier, mais il est aussi possible d'avoir des systèmes cohabitants, c'est-à-dire des systèmes qui vont avoir des flux numériques, des flux technologiques avec et puis des flux papier. Aujourd'hui il y a des systèmes de ce qu'on appelle dossierisation qui sont capables en fait à partir d'un scan d'un document, l'informatiser, et puis après, le remettre dans le système informatique. Et donc, ça permet, à partir de deux sources qui sont complètement différentes, pouvoir intégrer un même système, et donc pouvoir avoir des statistiques, etc. La réduction des saisies manuelles. Pardon. La réduction des saisies manuelles, des listes de choix. En fait, accompagner, alors personnellement, je ne connais pas les outils des médecins, dans le cadre de tout ça, mais essayer d'avoir le moins de saisies manuelles, de faire que vous soyez, d'abord là pour le patient, et que y ait plutôt des listes de choix, des choses
Un système d'information, il faut le voir un peu comme un iceberg. Il y a la partie visible et toute cette partie invisible. Donc la partie invisible, c'est l'informaticien qui s'en occupe et qui essaye en fait de le gérer au mieux pour que vous, en fait, vous puissiez gagner du temps. Et le pilotage des données, sur la partie tableau de bord, on en a parlé tout à l'heure, hein, c'est important pour vous de pouvoir piloter, en tant que chef de clinique, etc., de pouvoir avoir des statistiques sur tous ces éléments-là et d'un pilotage en temps réel. Au niveau des solutions et architectures, donc ce que je vous disais, hein, tout existe aujourd'hui, il n'y a plus qu'à. Il y a des solutions point à point, donc avec la problématique, c'est que c'est d'un point à un autre, donc on va vite être coincé dans ce système d'interopérabilité, ce n'est pas l'objectif. Aujourd'hui, toute la partie ESB, hub centralisé, est-ce qu'il ne peut pas y avoir en fait un niveau système central qui se charge de centraliser, de protéger et de agréger, pourquoi pas amender, etc. Toutes ces données. Il y a tout à fait la possibilité d'avoir des standards pour pouvoir le permettre. Toute la partie API, se dire que quand on met en place un système dans une clinique, de se dire, moi, je prépare directement une API qui permettra, en fait, de récupérer un certain nombre de données. Aujourd'hui, en France, il y a beaucoup de services publics, etc., qui préparent tout ça. C'est-à-dire que quand elles changent un certain nombre de choses, par exemple, je dirais, société de bus, dans une ville, elles mettent en place toute cette API qui permettrait d'avoir quasiment en temps réel les bus, l'heure du passage, etc. Et ça permet à d'autres de pouvoir récupérer. L'interface est claire, tout est bien rédigé, en général très documenté, et il n'y a plus qu'à. Voilà, donc là, de se dire que quand vous mettez en place un système informatique de données, etc., de préparer en fait ce système d'API et faites des ateliers ensemble. Moi, je suis dans le concret et travailler ensemble, définir des responsables entre guillemets de l'interopérabilité dans les cliniques, des gens qui vont être aussi proches en fait de vous médecins, parce qu'il faut aussi bien avoir connaissance de votre métier. Et après, quelqu'un qui va traduire pour les informaticiens. Et après, c'est en général, on a ce qu'on appelle le MVP, c'est un système en fait qui permet d'aller par étapes. Au départ, l'image, c'est le skateboard. Et puis après, c'est le vélo. Et puis après, et on évolue jusqu'à la voiture, la super voiture. Et on ne va pas y aller d'un coup. On ne va pas directement à la voiture. On va se dire qu'est-ce qui est essentiel d'abord au départ. Et après, on continue. Donc ça, c'est important. Il faut aussi avoir conscience que tout ne va pas être révolutionné. Les informaticiens, on est très très forts, mais pas à ce point. Voilà. Et puis c'est surtout avec vous. Voilà les composants d'une solution mature. Donc c'est plutôt des connecteurs, donc on en a parlé, des moteurs de transformation. Aujourd'hui, il y a tout ce qu'il faut. De la sécurité, ça c'est indispensable, avoir un niveau de haute sécurité et haute sensibilité, protéger un maximum les données. Tout ce qui va être monitoring, audit, 24/24, 7/7, récupérer en temps réel un certain nombre d'informations, sans qu'il y ait de coupure, etc. Et toute la partie, registre sémantique, avoir le même langage, et votre langage. Voilà, donc le cas concret de mon espace santé, le DMP. Donc ça a été lancé en 2022, c'est arrivé donc pour nous après, on nous a proposé en fait de s'inscrire. Donc on nous a expliqué que l'objectif il était vraiment de faire un dossier médical partagé et de pouvoir tout intégrer. Et c'est vrai que c'est aussi bien parce que moi là, je suis aujourd'hui au Bénin. Quand si j'ai un problème médical, je peux donner mon téléphone au médecin et lui faire voir. Et si la personne a des pathologies, en fait, la continuité du numérique, elle est là aussi. C'est pouvoir voyager. Aujourd'hui, on bouge. Alors, on n'en est pas un système mondial. Et je dirais que, vu les problématiques de sécurité, hacking, etc., il faut mieux pas. Mais moi, rien ne m'empêche, en fait, de partager mon dossier médical avec le médecin que je verrai, par exemple, ici à Cotonou. Donc, à la base, j'ai une application mobile.
Ensuite, il y a toute la partie identité nationale. Voilà, je suis dans un registre. La partie DMP, donc le dossier médical partagé. Les médecins qui, eux, ont un logiciel sur lequel ils vont pouvoir intégrer, en fait, les données, mes données, de moi, patient. Et pareil pour la partie hôpital. Donc ça, c'est quand même une belle révolution, parce que c'était pas quelque chose qui était du tout mis en place. Donc on est sur des niveaux de sécurité hyper importants. Donc ça vous parle pas en TLS 1.3, haut niveau, et puis du haut, autrement, voilà. 68 millions d'espaces créés, ce qui est énorme. Il y a eu vraiment l'envie aussi, à chacun d'avoir ce dossier, en fait, centralisé, partagé. 94% de taux d'ouverture automatique. Donc c'est vrai qu'assez vite, en fait, on a généré cette demande de création de compte. 3200 établissements connectés. Ben oui, parce qu'au final, il faut qu'aussi, vous, les établissements, soyez connectés à ce système. Ça ne marche que comme ça. C'est pas simplement le patient, c'est aussi parce que le médecin, les cliniques, les hôpitaux se sont abonnés, entre guillemets, à ce système pour pouvoir s'interconnecter. On en est toujours au même système de l'interconnexion et l'interopérabilité. Et qui fait qu'on a au final plus de 4,2 milliards de documents partagés chaque mois. On est vraiment sur des quantités très importantes. Tout peut être partagé. Slide suivant. Le retour d'expérience sur la partie déploiement de l'ESB. Donc, bien sûr, à la base, planification, cartographier les flux, définir la base de ce qui est nécessaire. Qu'est-ce qui doit être aller d'un point à un autre? Quelles sont les données? Qu'est-ce qui est nécessaire? C'est des ateliers techniques, fonctionnels. À la base, au départ, fonctionnel, et puis après, ça devient un peu plus technique. Tout ce qui est définition des profils, voilà. Les comités de pilotage mensuels, donc vraiment une gestion complète d'un projet, et des formations des équipes, parce que voilà, c'est très très important que l'entièreté des équipes qui participent à un projet de digitalisation, d'interconnexion, participent à tout ça. Les défis rencontrés, c'est un système d'encodage qui avait été utilisé, le HL7, qui était non conforme. Donc voilà, il a fallu remédier, mais c'est le challenge toujours de l'informatique. La manque de documentation, donc ça aussi c'est important. C'est bien prendre en compte en fait, ce retour d'expérience, c'est documenter. Avoir en fait ces spécifications, d'abord ses besoins factuels, et puis c'est toutes ces spécifications qui vont en découler. La résistance au changement. Bah oui, parce que ça fait partie de l'enjeu toujours de l'informatique, c'est que nous, on est à l'aise avec l'informatique, tout le monde ne l'est pas. Donc cette conduite au changement, cette écoute, et cette possibilité de changer les choses. Les solutions apportées, donc audit de conformité, donc voilà, HL7, tout ce qui est reverse engineering de tous les messages, donc être sûr que tout soit bien, enregistré et développé, la conduite au changement structuré et des retours, des revues du périmètre technique, toujours être en constante en fait amélioration. Résultat obtenu, moins 85% d'erreurs de doublons patients, donc vraiment tout ce travail en fait de gestion de projet a eu son résultat. Des délais de résultats labo complètement optimisés, puisqu'au final le labo va pouvoir directement envoyer toutes ces informations là-dedans. Satisfaction des équipes des soignants, parce qu'au final c'est facile, c'est rapide, donc tout le monde y gagne. Voilà, on évite la paperasse. Et puis un ROI positif en 24 mois, parce que l'objectif à la base, il est quand même un ROI. Voilà. Je vais peut-être passer au dernier slide. Voilà. Les 5 messages à retenir. Donc l'interopérabilité, c'est pas un luxe en fait, mais on peut y aller par étapes. On n'est pas, c'est pas une solution, c'est pas une condition sine qua non. Il faut une continuité des soins et de la sécurité. Donc il faut bien réfléchir le projet. Les standards existent, il faut juste les appliquer.
Une gouvernance primée sur la technique, il faut cette gouvernance, c'est très très important. Tout le monde doit faire partie du projet. Et voilà, et il doit y avoir des sponsors, il doit y avoir voilà, des différentes personnes qui seront capables de faire avancer en fait cette locomotive et ce train en fait qui avance. La sécurité, c'est pas une option. Tout ce qui est voilà, on est aux définitions maximum. Et voilà, on est dans le cas en tout cas l'Europe qui accélère vraiment sur cette transformation et qui a comme objectif voilà d'obliger tout ce qui est interopérabilité transfrontalière pour permettre aussi une gestion des patients optimisée. Voilà, j'ai fini. Désolée pour j'ai pris un petit peu plus de temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Céline, pour cette présentation. À présent, nous allons passer la parole à M. Rachad Yayaouye. Yayaouye est consultant et entrepreneur spécialisé dans la transformation digitale du secteur public, avec une expertise approfondie en architecture interopérable. Merci. Bonjour à tous. Je vais prendre dans la suite de ce qui a été dit précédemment par ma consoeur, et également tout ce qui a été dit depuis ce matin. J'aimerais revenir sur un point qui a souvent été répété, la connectivité ou l'interopérabilité. Ok, merci. Ce qu'il faut voir, il faut arriver à le visualiser. Qu'est-ce qu'on entend par la connectivité et l'interopérabilité? Premièrement, c'est dans vos cliniques. Vous avez un médecin qui fait une prescription pour un malade qui doit prendre des médicaments à la pharmacie. Quand il va à la pharmacie de la même clinique, à ce niveau, on doit ressaisir encore cette information parce que les systèmes ne sont pas connectés. On a peut-être fait également une radio dans la même clinique déjà. Ces données sont encore une fois imprimées et données dans un dossier au malade qui va vers le médecin. Or, si les systèmes étaient connectés, il n'y aurait pas besoin de transporter l'information. Allons encore plus loin. Prenons une patiente qui vient d'une clinique. Elle vient de faire 2 semaines suite à un accouchement. 1 mois plus tard, elle a un malaise, elle va chez un cardiologue. Ce cardiologue n'a pas son antécédent, parce que ce n'était pas dans sa clinique. Donc ce cardiologue va devoir ressaisir toutes les données et refaire même d'autres analyses. Donc ça fait toujours une fois l'absence de connectivité et l'interopérabilité. Et là où ça gêne également, ça peut créer ce qu'on appelle des erreurs médicales parce que le cardiologue n'avait pas tout l'antécédent de la malade. Donc, quand on parle de connectivité et d'interopérabilité, c'est de ces points que nous parlons en principe. Je vais faire un peu court, comme l'a demandé le docteur Mbarka. Mais d'où viennent ces problèmes? Ces problèmes viennent d'objets multiples. Premièrement, chaque clinique a eu son système informatique fourni par des prestataires divers. Et chacun a défini ses processus et ses données dont il a besoin pour faire son travail. Le cardiologue définit les critères qu'il a besoin, le diabétologue définit les siens, ce qui fait que chaque système répond aux besoins de chaque clinique et de chaque praticien. Et à chaque visite, comme il a été dit précédemment, il suffit que le patient n'ait pas son dossier, il faudra alors une fois ressaisir toutes ces données ou toutes ces informations. Et l'autre élément aussi, c'est que nous allons avoir peut-être le docteur qui a un logiciel, mais spécifique dans son bureau, qu'il utilise seul, qui n'est pas accessible aux autres. Donc il est isolé de l'ensemble de son système. Et ce qui génère ensemble un ensemble de vues d'ensemble pour le praticien quand il reçoit son malade. Cette absence, il a été dit également tout à l'heure, c'est surtout parce qu'on a un manque de standardisation des données. Aujourd'hui, on doit pouvoir standardiser ces données. Chaque fournisseur, chaque éditeur de solutions met en place des verrous pour ne pas faciliter cette interopérabilité. Et également, il manque des infrastructures. Ça a été souligné également. L'État ou d'autres organes centraux n'existent pas pour permettre aux cliniques entre elles d'échanger de données.
de pouvoir standardiser le format par lequel on envoie les données. Tout à l'heure, on a parlé des statistiques. Si on avait ces systèmes clairement définis et qu'ils étaient dans les logiciels lors des visites, dès la visite ou dès la fin de la visite, ces statistiques sont totalement consolidées et envoyées dans un pôle où il suffira juste de valider à la fin du mois pour le transmettre au niveau central. Maintenant, le niveau central aussi aura un système qui va pouvoir recevoir cette information et les consolider. Et tout cet ensemble-là a des enjeux sur le coût. On n'aura plus besoin de faire des photocopies, à imprimer du document et non plus à mettre des personnes disponibles à ressaisir les données chaque fois parce que ça aura un coût. Et également, il y a la culture de partage de la donnée. On n'est pas encore assez mature pour pouvoir partager nos données informatiques. Aujourd'hui, dans notre environnement, chacun est maître de sa donnée. On n'ouvre pas nos données vers les autres. Et il y a bien sûr les enjeux commerciaux pour chaque prestataire. Il a été souligné tout à l'heure, il y a des solutions qui existent. Il y a des standards aujourd'hui qui ont été retenus, qui sont utilisés d'un point de vue mondialement, le HL7, le FHIR, qui sont des standards aujourd'hui auxquels doivent répondre tous les logiciels destinés à des cliniques ou à des cabinets. Ce sont des standards qui doivent être exigés. Ces standards définissent déjà comment on doit structurer un dossier patient, quelles sont les informations, et ça s'adapte peu importe la spécialité. À partir du moment où on a ces standards dans nos logiciels, ça facilite déjà l'interopérabilité. Il faut voir que le manque de ces standards fait qu'on ne parle pas les mêmes langages. Les logiciels ne parlent pas le même langage et ne peuvent pas échanger de données à ce niveau-là. Il faut savoir qu'on revient toujours dessus. Si on a un standard, ça veut dire que la donnée elle est publique. Il n'y aura vraiment plus de freins techniques ni éditeurs pour vous permettre d'échanger entre praticiens, entre acteurs du secteur. Et également le moins de redoublant qui est un impact direct, l'économie. L'économie sur vos budgets. Un petit rappel d'où viennent les standards. Le HL7, il existe depuis 1987, donc il a 37 ans aujourd'hui. Dans les hôpitaux mondiaux, il est utilisé à 90%. Le FHIR, c'est une évolution proposée par les gammas, comme on les appelle, Google, Apple et Microsoft. C'est une évolution depuis 2011. On a le DICOM. Le DICOM, c'est un système qui permet de récupérer directement tout ce qui vient des radios, des laboratoires, de l'imagerie, pour l'avoir directement dans le dossier patient, ainsi de suite. Pour rappel, l'OMS donne à 30 à 40% de réduction d'erreurs, le fait de standardiser les données, de pouvoir faire une interopérabilité. McKinsey, qui est un cabinet mondial, reconnaît qu'on a entre 5 à 7% de réduction des coûts pour ces standards obligatoires-là. Des solutions, on les a parcourues tout à l'heure, comme on le disait. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, l'une des solutions, j'ai mis le hub APCB parce que c'est eux qui nous reçoivent aujourd'hui, mais ça peut être l'État, un organe central au fait, qui définit quelle est la structure des données pour permettre de structurer un dossier patient. Donc ça revient toujours au rôle d'un organe. Il faut qu'il y ait un organe central qui porte cette action de dire, voici la structure des données patients, voilà comment est-ce que nous devons. Et ensuite, chaque clinique, même qui ont déjà investi dans des logiciels aujourd'hui, vont devoir faire la conformité pour pouvoir répondre à ces exigences-là et faciliter le partage de données entre chacun. Ça permettra ensuite la traçabilité et également la facilité d'échange sur le marché. Donc, pour finir, sur mon intervention, je suggère trois piliers. L'un qui est la standardisation. Parce que sans standardisation, il ne pourra pas y avoir de connectivité. Ça, il faut qu'on se le dise clairement. Sans chantier de standardisation des systèmes d'information des cliniques et cabinets, il ne peut pas y avoir de connectivité. Ensuite, il y a les architectures. Si chaque système est conçu isolément, sans prendre en compte de l'ensemble global
national, il y aura également une difficulté. Et il y a, pour finir, la gouvernance, les règles de partage et également les questions de sécurité, de conformité qui rassurent aussi bien le patient et le praticien qui opère sur ces systèmes-là. Je pense que c'est tout. Merci. Monsieur Abdou, j'ai fait court. Merci beaucoup. Merci. Tu as fait 8 minutes. Tu nous avais gagné assez de temps. Merci pour vos présentations, Céline et Rachad. Et là, on va passer à quelques questions rapidement. Je vais commencer par Céline. Céline, vous nous avez présenté des standards, des architectures interopérables. Ma question est de savoir si une clinique dans cette salle devait commencer avec ce projet en vue de mettre en place soit un logiciel ou d'exposer ces données, par où elle va commencer? Alors déjà, voilà, il faut savoir qu'est-ce qu'on a envie d'exposer. On en a parlé tout à l'heure du hub. Qu'est-ce qui va être centralisé et de voir après dans les appels d'offres qui vont être faits auprès des éditeurs, etc., pour mettre en place, déjà préparer ce système d'interopérabilité, de voir si des API sont en place. En fait, il faut bien en amont de la recherche de la solution, bien définir votre cahier des charges et votre besoin. Et plus vous saurez en fait mettre en place et réfléchir à ce besoin, et plus il sera facile en fait après d'avoir déjà une solution qui va répondre en fait à l'étape suivante. Ok. Il y a quelque chose qui m'a aussi interpellé, le retour d'expérience dont vous nous avez parlé en fait, mon espace personnel, c'est ça? Mon espace santé. Dites-nous, c'est vrai que je ne sais pas vous êtes venu hier, donc vous ne connaissez pas encore le contexte béninois, mais j'ai quand même envie de vous poser une question, parce que dans le retour d'expérience, il y a des erreurs, entre guillemets, qu'il ne faut pas refaire, d'accord? Et si nous devons gérer un tel projet à l'étape nationale, pour vous, quelle doit être la principale erreur à ne pas faire pour gagner du temps? Les choses qui vont être importantes, c'est de bien faire participer aussi bien les soignants que les patients, c'est-à-dire rassurer. Parce que c'est vrai que cet espace santé, au départ, il arrive et on ne sait pas trop en fait ce qui va être dedans. Et donc le but, ça va être de bien communiquer, de bien réfléchir en fait aux différentes données de ce qui va être et de rassurer sur la protection, sur le fait que on a toutes ces données dans cette application mobile qui est hébergée, qui va être hébergée dans des conditions je dirais maximale. On n'en a pas parlé, mais il y a en France de ce qu'on appelle les systèmes d'hébergement souverains, du HDS, et qui rassure aussi, pas forcément le patient, mais qui va rassurer vous, en tant que praticien, sur le fait que la donnée elle ne peut pas être récupérée ou récupérable, qu'elle soit en transit ou qu'elle soit hébergée. Voilà, donc bien communiquer, et bien réfléchir à votre besoin de votre espace santé de demain, en fait, centraliser, d'avoir votre partie plus technique, je dirais back-office, et puis l'aspect après, utilisateur lambda, patient. Merci beaucoup Céline. Ma question, cette fois-ci à M. Yaouye. Je sais que vous êtes développeur de solutions technologiques et il y a une question qui revient souvent, c'est que lorsqu'on va dans une clinique, je pense je ne sais pas si on vous l'a posé, on dit on n'a pas les moyens. Votre logiciel, ça coûte combien? C'est quoi le ticket d'entrée? Voilà, tout ce qu'on est en train de dire est bien beau, mais ça c'est une réalité de terrain. Comment vous gérez cette problématique-là?
Merci. C'est vraiment la réalité du terrain. Et tous, hein, pas que les cliniques. Chaque personne qui doit acheter un logiciel se demande combien ça coûte. En fonction du logiciel, il y a un prix. Ce que nous faisons généralement, c'est de pouvoir évaluer le ROI, le retour sur investissement pour la clinique. Et c'est à partir de ce moment qu'on peut réussir à impacter. Quand on parle du ROI, par exemple, sur ce type de projet, nous allons avoir le manque de le papier. Le papier est certes un consommable, mais qu'on utilise. Mais quand vous allez enlever le papier, vous allez emmener l'encre. Ensuite de l'encre, vous avez l'imprimante elle-même. Et vous avez la ressource elle-même qui fait ces actions-là. Donc, quand on arrive à évaluer le ROI, on démontre à la clinique voilà ce que ça lui coûte et voilà comment est-ce qu'elle a son retour sur investissement. Ce n'est pas de l'argent perdu, c'est de l'argent qui lui permet d'être également plus performante et économique plus tard. Ça, c'est l'un des points. Le second point, et je profite justement du creuset, et il a été dit tout à l'heure, aujourd'hui, nous incitons les confédérations des différents secteurs à aller vers l'État pour avoir des actions un peu comme soit des crédits d'impôt ou un accompagnement, parce qu'il est demandé beaucoup d'investissements en informatique, et on est conscient que les entités aujourd'hui ont un peu du mal. Donc, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est également d'encourager les groupements à défendre leurs points, parce qu'ils ont des obligations. Quand on prend, par exemple, les statistiques tout à l'heure, qu'il faut envoyer chaque matin, si on faisait des investissements qui faisaient que, au lieu d'aller déposer chaque matin à travers un clic, ou automatiquement le lundi matin à 6 heures, c'est parti, il y a aussi bien le gain pour la clinique que pour l'État. Et cette gain qu'on fait sur l'échelle, ça se justifie de faire ces investissements-là. Merci. Merci beaucoup. J'ai une seconde question. Nous parlons depuis ce matin, en tout cas, d'interopérabilité. Depuis le début de cette table, d'interopérabilité. Et je suppose que l'interopérabilité a deux contraintes. La connexion. Il faut une connexion Internet. Et secondo, il faut éventuellement l'électricité pour faire tourner éventuellement la machine sur laquelle l'application tourne. Ça, c'est des contraintes réelles, d'accord? Peut-être que Céline, vous n'avez plus ce problème-là, je ne sais pas. En tout cas, je suppose qu'il est moins qu'au Bénin. Mais est-ce qu'on peut avoir des applications justement qui répondent à ces contraintes-là? C'est-à-dire qui fonctionnent hors connexion. Bon, je ne sais pas dire hors électricité, mais au moins hors connexion. Comment vous répondez à ces problématiques-là? Merci. Justement, quand on parle dans les solutions aujourd'hui, il y a des solutions qui existent, qui sont des solutions qui peuvent aussi bien fonctionner sur ordinateur que sur tablette. Tout dépend de l'usage qu'on veut faire, justement pour répondre à ces besoins-là. Et également, pour aller plus loin, il y a des solutions aujourd'hui qui n'ont pas forcément de besoin d'Internet pour fonctionner. C'est ce qu'on appelle des connexions hors réseau, où elles peuvent être autonomes, et au moment où l'Internet revienne, elles se synchronisent. Et il y a, ça a été démontré tout à l'heure, comme c'est fait au Rwanda, et également aujourd'hui la possibilité de s'appuyer sur les SMS pour centraliser. Donc technologiquement, il y a des solutions qui sont possibles. C'est bon, merci. Céline, vous avez une réponse ou... Ok, je ne sais pas s'il y a des questions dans le public. On va prendre peut-être 2 questions. On va commencer par là, c'est ça? Ok. Ok, bonjour à tous. Ça ne sera pas des questions, mais vu que nous parlons de solutions, je vais poser des problèmes et des problèmes peut-être que je pose par rapport à l'expérience, je dirais, qu'on fait ou qu'on a aussi bien dans nos cliniques actuelles, dans l'état actuel, que même sur le plan, je dirais, même européen, pour avoir fait un peu aussi quelques cliniques européennes. Le premier problème que je pose, c'est un problème de ressources humaines pour nos cliniques privées. Parce que si on doit passer à la digitalisation, il faut qu'en dehors de nos médecins, tous nos personnels soient prêts à cela. Et je sais que la majorité de nos cliniques, surtout les plus anciennes, on a du personnel qui est plus ou moins là depuis des années et qui ne maîtrise
maîtrisent pas tout ça. Donc ça impose à nos cliniques aujourd'hui, surtout en matière de recrutement, il doit y avoir un standard pour tout le personnel. Vous devez pouvoir maîtriser tout ce qui est digitalisation, numérique et être très rapide. Donc il y a ce problème-là qui est là. Deuxième problème qu'on a soulevé, il y a un problème, je dirais, structurel et financier. Structurel ou matériel, je dirais, et financier. Parce que ça nous demande à mettre en place dans toutes les cliniques le matériel qu'il faut. Donc acheter tout ce qui est matériel informatique, déployer dans toute la clinique, dans tous les bureaux, laboratoires, imagerie, tout ça. Et donc, ça a un coût. Et aujourd'hui, nous savons tous comment ça évolue, les coûts en matière de matériel, d'impôts, même de salariat, le personnel. Donc, comment est-ce qu'on règle? On évolue en intégrant tout cela. Ensuite, il y a le problème de temps. Temps parce que même quand on parle de digitalisation, de numérique, il y a des moments où vous êtes, en tout cas pour moi personnellement, pour avoir comparé avec le papier, des fois j'ai l'impression que le numérique peut être un peu lent, à moins que le système ait été tellement amélioré que par exemple, au lieu de saisir manuellement, vous pouvez c'est-à-dire aller par voie et l'ordinateur vous met tout dans la machine. J'ai vu ça en France, mais même en France, c'était pas partout. C'était uniquement au bloc opératoire. Et vous vous retrouvez en consultation à faire des saisies et brusquement, l'ordinateur se plante. Alors que vous avez des patients qui sont dans votre centre d'attente, qui sont pressés, parce que hier, par exemple, j'ai participé à la formation des agents d'accueil. L'un des problèmes qu'on a posé hier, quand vous étiez là, les gens aujourd'hui, nos patients aujourd'hui ne veulent plus attendre. Ils ont besoin d'aller très vite. Donc, ils sont tout le temps à la recherche de centres de santé ou de cliniques où ça va vite. Quand vous avez une file d'attente qui est longue, ils ne veulent plus ça. Ils veulent aller très vite. Donc, il y a aussi ce problème de temps qu'il faudra régler avec la digitalisation, mettre en place des matériels, des logiciels qui vont vite, qui, en tout cas, nous permettent de diagnostiquer, d'être efficaces, mais tout en répondant aux exigences de nos patients. Et je crois que je vais m'arrêter là. Ok, merci beaucoup. Un autre intervenant de l'autre côté. On va prendre que deux, je pense. Alors, ma question, va porter un peu sur les questions d'architecture. Déjà, il y a des choses existantes. On a parlé du SNINX, du DHIS. Ma question serait de savoir si ces technologies, est-ce que c'est déjà compatible avec une norme internationale, déjà, pour commencer par là. Et ma deuxième question, c'est dans le processus de la digitalisation, comme on est en train de le dire, est-ce que les assurances aussi, est-ce qu'ils ont une plateforme unifiée qui permette quand même de pouvoir intégrer un workflow quand même assez fluide pour permettre aux cliniques de pouvoir aller vite dans leur processus de digitalisation? Et aussi, la dernière question, c'est quoi le roadmaps de l'agence qui va s'occuper de la mise en conformité de toutes ces données, parce que aujourd'hui il y a tellement de normes qu'on peut pas se permettre de commencer par créer une solution à vue d'œil sans savoir quelle est la directive gouvernementale ou bien de l'autorité en charge de gérer ça. Donc ce sont les questions que je voudrais poser pour voir qu'est-ce qui est prévu à cet effet. Merci. Ok, merci beaucoup. Donc je pense qu'on va donner des éléments de réponse. Ok, mes chers panélistes, donc il y a la première question qui concerne, entre guillemets, la cartographie ou le profil des patients qui est toujours pressé. Et lorsqu'il est pressé, il ne veut pas savoir qu'il y a une connexion qui bug, qu'il y a tout cela qui marche. Et après, derrière, effectivement, compte tenu du profil aussi des employés, certains qui sont moins rapides en informatique, ils préfèrent prendre le papier. Est-ce qu'il y a des solutions aujourd'hui qui permettent de répondre à ces problèmes-là? Alors,
base, le PC qui crache, on ne va pas pouvoir y faire grand-chose. Mais comme mon confrère l'expliquait tout à l'heure, hein, le système, par exemple, de pouvoir être en mode non connecté, eh bien, au moins, voilà une connexion Internet qui bagote, eh bien, on se dit que à certains moments, on se met en mode déconnecté, au moins on ne perdra pas d'informations, on enregistre de manière très régulière et voilà, on peut faire comme ça toute sa journée et profiter en fait d'une période peut-être où l'internet est plus disponible pour pouvoir transmettre en fait les données ensuite au système qui lui les enregistrera hébergés dans un endroit conforme. Il y avait sur... Alors oui, le côté matériel, ça c'est clair, c'est une vraie problématique et c'est une problématique pour partout. C'est-à-dire que, avant tout, une clinique, c'est une entreprise, elle a besoin d'un système d'information, elle a besoin de serveurs, de solutions techniques et le coût de la matière est loin d'être négligeable. Après, en France, il existe des hébergeurs qui se chargent en fait d'héberger les données, certaines données de santé, pas forcément liées aux patients, mais liées par exemple à ce qui va être mutuel, etc. Et c'est vrai que les données sont tout aussi sensibles, puisqu'il y a les ordonnances, les prescriptions de kiné, etc., qui peuvent, en tout cas en France, être sur ces systèmes. Et c'est l'hébergeur en fait qui va se charger du 24/24, 7 jours sur 7, du réseau, de l'évolution du matériel, etc. Donc voilà, au choix de chacun d'héberger et d'avoir les coûts d'hébergement chez soi ou aussi de pouvoir le déporter. Mais là, je ne connais pas suffisamment le système béninois s'il y a des gros data centers. Merci. Il y avait aussi la question sur les ressources humaines. Et je pense que le point avait été signalé tout à l'heure. C'est un peu dans les projets informatiques ce qu'on appelle l'accompagnement changement. Et peu importe la solution qu'on met en place, elle peut avoir marché chez son collègue très bien. Chez soi, si on ne fait pas l'accompagnement au changement, si on n'accompagne pas les équipes à le prendre en main, à savoir l'utiliser, ça fait un échec des projets informatiques. Beaucoup de projets informatiques, justement, connaissent des échecs parce que les équipes, les ressources ne sont pas formées, ne sont pas accompagnées pour pouvoir savoir l'utiliser efficacement. Sur les deux questions par rapport à l'architecture et la compatibilité, également par rapport à l'agence qui s'en occupe, je ne serai pas en mesure de répondre. Je ne sais pas s'il y a des acteurs ici qui s'en chargent, mais je ne pense pas que c'est lui non plus. Non, je pense que, si je peux me permettre, c'est vrai que c'est une question très pertinente. La standardisation, les architectures, tout ça, c'est à définir au niveau étatique. Et je pense qu'il y a des réflexions qui sont actuellement en cours au niveau de la CIN, d'accord, mais je pense qu'il faudra... la CIN reste l'organe technique, mais elle travaille justement avec l'Agence de régulation de la santé, je pense, sur ces projets-là, sur un projet initié par le ministère des Finances, le ministère de la Santé. Je ne veux pas me prononcer là-dessus, mais il y a déjà des initiatives déjà pour définir ce que c'est, parce que le domaine de la santé, c'est très, très sensible. Autant au niveau, de l'ANIP ou des autres organisations, l'agence a mis des standards que nous utilisons déjà sur le X-Road, mais au niveau de la santé, il y a des initiatives. Donc, on ne peut pas, si Rachel ne peut pas se prononcer, moi, je n'oserais pas parce que je ne suis pas... Maintenant, pour le roadmap, c'est également pareil. Je pense que c'est des projets de longue durée, de longue portée. Donc, je pense que s'il y avait peut-être un agent du ministère ici, il aurait pu nous aider. Mais on ne pourra pas se prononcer de manière formelle. Mais la seule chose que je peux dire pour avoir reçu au sein de l'agence certaines missions, c'est qu'il y a des réflexions en cours pour se doter sur le modèle rwandais dont le président de l'association a parlé tout à l'heure. Et nous voulons nous inspirer là-dessus pour aller vite. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais laisser le rapporteur nous faire la synthèse en fait de la séance. Merci beaucoup. Merci, monsieur le modérateur.
Et donc, sur cette deuxième partie de cette table ronde, nous avons parlé de l'interopérabilité et approche de solutions. Nous avons eu droit à 2 présentations. La première faite par Madame Guillet-Céline sur interopérabilité des systèmes d'information et santé, enjeux et perspectives. Et à partir de l'exemple de la France, où déjà dans un contexte fragmenté, le coût de la non-interopérabilité a été évalué à environ 2,1 milliards d'euros, je crois, en 2023. Et donc, de là, elle se dit, malgré qu'il y avait une multiplicité de systèmes d'information, l'interopérabilité est quand même possible. Et donc, les enjeux liés à l'interopérabilité, c'est la continuité des soins, la sécurité et la confidentialité des données, la gestion des données, la conformité, la réglementation et la standardisation, l'efficience opérationnelle. Et comme perspective, je crois que je vais me rapporter sur la présentation, je vais mélanger les 2 présentations et parler des solutions. En résumé, il faut des standards, respecter les standards internationaux. Et comme standard, il y a des systèmes, il y a le HL7, je crois, FHIR, et après le DICOM pour l'imagerie médicale. Et il faut en tout qu'il y ait un organe qui exige cette standardisation et exige l'architecture aussi des systèmes et enfin une gouvernance. Et par rapport aux contraintes liées à notre contexte, à la difficulté de connectivité, la disponibilité de l'électricité, il y a des solutions où on peut avoir des logiciels hors connexion qui vont se synchroniser lorsqu'il y aura la connexion. Je crois que sur ce, j'ai fait un point un peu résumé. Merci, monsieur. Merci beaucoup, cher rapporteur, pour cette brillante synthèse. Et donc, sur ces mots, je laisse la parole au maître de cérémonie.